Je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de Oda quand il a écrit One Piece, mais il y a un truc que j'ai jamais compris. D'un côté, l'histoire est ultra développée avec des connexions de fou, du lore hyper profond même sur les personnages les moins importants, tout en restant cohérente au maximum. Mais d'un autre côté, je sais pas, il s'est dit hey les gars, venez on mentionne qu'il y a eu un giga événement qui s'est déroulé dans le passé, mais on va jamais le montrer aux spectateurs. C'est pas mal comme idée, non? Et je vous parle pas d'un événement un peu important, basique comme le flashback d'un personnage, je parle d'un événement qui a retourné la face du monde de One Piece. Sur l'île de God Valley, Roger et Garp se sont alliés pour faire face à Barbe Blanche, Big Mom, Kaido, Shiki en même temps, et on n'aura jamais un seul chapitre dessus. Qu'est-ce que tout le monde faisait là? Que cherchaient vraiment les pirates sur cette île? Que faisait Shanks bébé dans un coffre? Mais surtout, pourquoi et comment God Valley a pu disparaître aussi mystérieusement de la carte? Installez-vous confortablement car dans cette vidéo, je vais tout vous raconter du début jusqu'à la fin. Et à l'aide de quelques théories, on va éclaircir tous les mystères de l'incident de God Valley. Mais juste avant, j'ai une grosse annonce à vous faire et je suis trop heureux de vous la faire car cette vidéo est sponsorisée par moi. Ouais, moi. Après des mois à bosser comme un fou dessus, je viens officiellement de lancer la Shortbox. Et tu peux la rejoindre dès maintenant. Et c'est pas cher du tout. Alors pour ceux qui me connaîtraient pas, déjà, enchanté. Je m'appelle Loulou et j'ai lancé la Shortbox qui est un guide qui permet de faire exploser votre chaîne YouTube grâce aux shorts. Ça fait presque 2 ans que j'ai commencé ma chaîne grâce aux shorts et comme vous le voyez à l'écran, ça marche extrêmement bien. Et ça, c'est parce que j'ai développé au fil du temps ma propre méthode pour faire des shorts qui percent à tous les coups. Et c'est pour ça que j'ai créé la Shortbox pour vous apprendre cette méthode pour que vous ayez les mêmes résultats que moi. Et ce guide, il est génial. Je vous ai fait plein de vidéos qualitatives hyper bien montées sur tous les aspects de la création d'un short, de la recherche du sujet parfait à l'écriture pour faire rester votre audience, au travail de votre voix, au montage d'un short, et même encore plus loin que ça, comme, je sais pas, générer ses premiers revenus. L'avantage, c'est qu'avec la Shortbox, pour vraiment pas cher, vous apprendrez à percer rapidement sur YouTube sans passer des mois ou des années à échouer juste par manque d'informations. J'ai passé des mois à écrire, enregistrer et monter les vidéos du pack tout en gérant les vidéos de ma chaîne en parallèle. Vous avez pas idée d'à quel point je suis trop fier de ce petit produit là. Alors si vous voulez me soutenir, le meilleur moyen c'est d'aller jeter un œil à mon site qui est dans la description. Vous trouverez une vidéo dedans 100% gratuite où je vous explique en détail ma vie, comment j'ai fait pour percer en short et tout ce qui vous attend avec le pack. C'est mon projet le plus complet à l'heure actuelle, vous pouvez me faire confiance, la qualité sera au rendez-vous. Alors cliquez sur le lien dans la description pour le découvrir. Le gouvernement mondial, c'est pas la première fois que j'en parle sur cette chaîne et pas la dernière non plus parce que tout ça là c'est encore de leur faute. Vous le savez, le gouvernement mondial est habité par des dragons célestes. Ils se considèrent entre guillemets comme des dieux et donc ils se permettent plein de choses inhumaines comme l'esclavage, la torture, la corruption. Mais vous croyez que tout ça là, ils le font dans leur coin? Si dans notre monde tous les 4 ans on a des événements internationaux comme la Coupe du Monde de football ou encore les Jeux Olympiques, dans One Piece tous les 3 ans le gouvernement mondial organise un jeu, la chasse à l'autochtone. Vous allez voir, c'est un peu moins drôle. En gros, tous les 3 ans, le gouvernement choisit une île au hasard parmi toutes celles qui ne sont pas sous leur contrôle pour y organiser l'événement. Ils choisissent une île non affiliée à eux, avec un roi du coup indépendant, et qui à leurs yeux n'a aucun droit sur rien. Ils réquisitionnent ensuite le territoire et ils kidnappent tous les habitants. Mais pourquoi, me diriez-vous? Eh bien, dans le but d'en faire des proies et de les relâcher pour qu'ils puissent être chassés par tous les dragons célestes qui participeront au jeu. Et justement, c'est quoi le but de ce jeu en fait? Dans cette chasse à l'homme, plusieurs membres des 20 familles fondatrices du gouvernement doivent abattre le plus de gibier possible afin d'obtenir le plus de points possible. Les gibiers, ce sont bien évidemment les habitants qui ont été kidnappés et ils valent plus ou moins beaucoup de points en fonction de leur rang. Le roi, par exemple, est un gibier rare qui vaut 10 000 points. Vous commencez à comprendre à quel point c'est sordide. Et pour inciter les gibiers à se débattre pour sauver leur peau, parce que ça serait pas marrant de les chasser s'ils bougeaient pas, on leur dit que ceux qui survivront seront remis en liberté. Ce qui n'est évidemment pas vrai, personne ne survit. À la fin, le dragon céleste qui aura obtenu le plus de points remporte plusieurs prix très alléchants, comme des fruits du démon, des trésors en tout genre, des armes, etc. Et cette année, le gouvernement a choisi d'organiser la chasse à l'autochtone sur l'île de God Valley. Et je pense qu'ils l'ont pas choisi au hasard. Déjà, il y aurait apparemment plein de ressources à s'accaparer là-bas. Mais surtout, son nom, God Valley. Vu que les dragons célestes se voient eux-mêmes comme, entre guillemets, des dieux, je pense qu'ils apprécient pas trop qu'une terre ayant ce nom-là soit habitée par des sous-races d'humains, comme ils disent. Et ils ont donc capturé les 100 000 personnes qui peuplaient cette île, et ils ont accordé un délai de 3 semaines aux participants pour tous les tuer durant ce jeu. Également, la chasse de cette année allait être un petit peu plus particulière que les autres. Car, en plus des habitants classiques, les dragons célestes ont aussi relâché plusieurs esclaves de Marie-Joise pour servir de gibier supplémentaire. Et parmi ces esclaves, il y en a 3 qui sont très importants pour notre histoire. Kuma, un boucanier très gentil, Ivankov, un mec avec une grosse tête, et Ginny, une enfant très à l'aise avec la technologie.
Et il faut retenir ça. C'est ainsi que commença la chasse. Et l'ambiance était à son prime. Il y avait une bonne centaine de participants, des dragons célestes armés, mais également les chevaliers sacrés, l'élite parmi les combattants de Marie-Joise, dont Garling Figarland, le père de Shanks. D'ailleurs, ce dernier a même abattu le roi de God Valley dès le début de la partie, ce qui lui a valu une pénalité, parce que apparemment il avait pas encore le droit. Faut que vous vous rendiez compte à quel point organiser un événement comme ça pour le gouvernement, c'est hyper risqué. Ça implique quand même de déplacer des centaines, voire des milliers de dragons célestes de Marie-Joise jusqu'à une île lointaine, parce qu'il n'y a pas que les participants qui sont sur God Valley, il y a aussi tout un public. Habituellement, ils sont intouchables sur leur territoire, bien en altitude sur Redline. Mais ils ont tellement de vices qu'ils prennent la peine de faire ça juste pour le plaisir malsain de chasser des gueux, Pour se protéger de toute intervention extérieure, le gouvernement doit donc mobiliser une flotte de marine digne d'un Buster Call, ramener l'amiral en chef lui-même pour gérer le bon déroulement de la chasse et sécuriser la moindre information qui pourrait la concerner. Bref, c'est toute une logistique, mais malgré tout ça, les 3 enfants esclaves que je viens de vous présenter, ils ont un plan pour s'échapper. Vous voyez, pour cette année, le vainqueur de la chasse a le droit de remporter 7 trésors, et parmi eux, il y a un fruit du démon hyper puissant et parfait pour mener une évasion, le Nikyu Nikyunomi. C'est le fruit des coussinets qui fait acquérir à l'utilisateur des coussinets sur la paume de ses mains qui ont la capacité de repousser n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Tu peux repousser des objets à toute vitesse avec tes mains, mais aussi des choses intangibles comme des souvenirs, de la douleur ou même de la fatigue en dehors du corps d'une personne. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ça marche aussi avec les êtres vivants. Non seulement on peut les repousser peu importe leur poids ou leur taille, mais en plus on peut choisir n'importe quel endroit sur la planète où ils pourront atterrir. Et c'est justement sur cette capacité-là que comptent nos 3 esclaves pour pouvoir s'échapper avec un max de monde. Alors, ok, c'est bien, mais comment accéder à ce fruit si tout est sécurisé et qu'en plus il y a 300 dragons célestes qui te coursent pour te faire la peau? Bah, le seul moyen pour pouvoir le récupérer, c'est de compter sur une aide extérieure afin de semer le chaos sur toute l'île et détourner l'attention du gouvernement. Mais on l'a vu, c'est tellement sécurisé que personne dans le monde ne peut savoir ce qui se passe au sein de cette île. Ah, si seulement il y avait quelqu'un dans l'équipe capable de bidouiller les appareils de transmission pour contacter... Bon, je vais arrêter de faire semblant, Ginny, elle peut faire tout ça. Me demandez pas où est-ce qu'une enfant esclave a pu apprendre des compétences aussi pointues que celles des ingénieurs de la NASA, mais Ginny, elle a réussi à faire fuiter toutes les informations concernant la chasse à l'autochtone sur un canal public. Ça veut dire que n'importe qui sur la planète avec un escargophone pouvait être au courant de la situation. Ouais, c'est cette petite fille-là qui a été l'élément déclencheur d'un incident qui va plus tard dévaster l'équilibre des puissances chez les pirates. Parce que devinez chez qui les informations sont arrivées? Rox Dijebek, juste le capitaine de l'équipage pirate le plus puissant de tous les temps. Et faut savoir que ces derniers ont une très bonne raison de taper l'incruste sur God Valley. Remontons un peu dans le passé. Dans des contrées reculées du Nouveau Monde, il existe une île qu'on appelle la Ruche, ou plus communément l'île des pirates. Une île très dangereuse où les pirates grouillent comme des abeilles. À leur tête se tenait l'équipage des Rox, avec notre fameux Rox Dijebek, un homme à l'ambition débordante et pourvu d'une extrême cruauté. Ils avaient fait de cet endroit un espèce de paradis pour pirates, où le moindre méfait était toléré, où l'argent sale coulait à flot et où la marine ne pouvait pas mettre son nez. Jusqu'à un certain jour. Vous voyez, les Rox possédaient des trésors innombrables dus à leur influence et à leurs nombreuses expéditions. Et ça plaisait pas du tout au gouvernement mondial. Et si habituellement ils évitent de s'approcher trop près d'eux, le gouvernement a un jour décidé de mobiliser une grosse flotte pour attaquer l'île des pirates. Et ils sont repartis avec l'un de leurs plus précieux trésors. De quoi s'agissait-il? On va y revenir plus tard. Le fait est que parmi les 7 récompenses qui sont proposées sur God Valley, ce trésor-là en fait justement partie. Vous imaginez donc bien que lorsque les Rox ont reçu la transmission de Ginny, et ils ont pas attendu pour lever l'ancre. Comme c'était l'occasion de tabasser des dragons célestes, absolument tous les plus gros de l'équipage se sont ramenés. Barbe Blanche, Kaido, Big Mom et même des pirates légendaires qu'on connaît un peu moins comme John, Ochoku ou encore Gloriosa. Seulement, après des dizaines d'années de gloire à régner sur les mers et à être craints par toute la planète, c'était aujourd'hui que les pirates des Rox allaient connaître leur extinction. Je vous ai dit que la transmission de Ginny était d'ordre public, et un autre équipage pirate, à la puissance démesurée, ne tarda pas à rejoindre la mêlée, celui de Goldie Roger, le futur roi des pirates. Alors, on sait pas exactement ce qu'ils sont venus faire ici, la plupart des gens pensent qu'ils étaient là pour affronter les Rox, mais moi perso, j'ai du mal à y croire. Après tout, la transmission de Ginny ne contenait aucune information sur les Rox, vu qu'elle pouvait pas savoir à l'avance qui viendrait, d'autant plus que la transmission date de 2 semaines avant la chasse. Après, c'est vrai que dans le manga, oui, ils ont l'air bien vénères, surtout Rayleigh, donc soit ils sont venus pour les trésors, soit pour les dragons célestes, soit pour un poneglyphe
Oui, il y a une partie des fans qui pensent que God Valley cachait le fameux Road Poneglyph présent sur Whole Cake Island, qui, je le rappelle, a été placé là par Big Mom. Elle l'aurait donc chopé là-bas. Ça se base sur rien du tout, hein, juste des spéculations, mais bon, après j'ai envie de vous dire, pourquoi Roger aurait attendu ce moment particulier pour aller chercher le Poneglyph? Moi, je pense qu'ils étaient plutôt intéressés par le fameux trésor de l'île des pirates. Mais c'est à partir de là que ça part vraiment en vrille, car l'apparition de Roger a forcé l'amiral en chef Kong à ramener Garp sur God Valley, alors que le pauvre était en train de profiter de ses vacances à Langkawi. C'est juste après que commença l'affrontement légendaire de God Valley, où une mêlée générale chaotique entre Roger, Jebek, Garp et les chevaliers sacrés sème le désordre sur tout le territoire. Et il faut que je vous explique à quel point cet affrontement est juste exceptionnel dans l'histoire du manga. Si la bataille de Joy Boy contre les 20 royaumes est la plus grande qui ne soit jamais arrivée dans l'histoire, notamment due à l'utilisation des armes antiques, la bataille de God Valley est sans aucun doute la deuxième plus grande. Les 20 ou peut-être même 30 personnes les plus fortes du monde étaient réunies au même endroit, au même moment, pour déployer toute leur puissance sur leurs adversaires. On a beaucoup parlé des Rox et de leurs membres qui sont tous des légendes de la piraterie, mais chez Roger, en dehors de Gaban et Rayleigh, il y a plein d'autres pirates qui, j'en suis sûr, étaient des monstres de leur temps. Également, comment oublier les chevaliers sacrés avec Garling à leur tête et tous les autres membres qui, je le rappelle, sont presque immortels et dont la puissance a été validée par Imu en personne. Finalement, le seul groupe qu'on pourrait considérer comme moins fort que les autres, c'est celui des marines, mené par Garp, qui, même si à lui tout seul pouvait changer la donne dans la bataille, bah pour les marines normaux, ça aurait été compliqué. En tout cas, une chose était sûre, les pirates de Rox étaient trop forts. En plus d'avoir l'équipage le plus broken de la série, Jebek lui-même surpassait tout le monde en puissance brute. Après tout, c'était bien lui le plus proche de renverser le gouvernement mondial à l'époque. Et rapidement, des alliances ont dû être formées. Il y a toujours eu une rivalité évidente entre Roger et Jebek, alors quand ce dernier a décidé de s'attaquer au dragon céleste, il n'a pas fallu longtemps à Garp pour lui demander de s'allier avec lui. En échange peut-être de ne pas être poursuivi, ou des trésors, ou peu importe, parce que là il y avait vraiment pas le choix, mais malgré l'alliance de Garp et de Roger, ça n'allait pas être mince à faire. Du côté de nos trois esclaves, la zone était assez chaotique pour leur permettre d'atteindre le bâtiment où étaient entreposés les trésors. Et bingo, ils tombèrent sur le Niku Niku no Mi, suivi d'un autre fruit du démon en plus, le Zoan mythique du dragon azur. Un fruit surpuissant qui permet à l'utilisateur de se transformer en un énorme dragon qui peut voler et donc facilement s'échapper de God Valley. Sauf que, pas de bol, Big Mom de l'équipage des Rox a aussi fini par trouver cette salle. Et elle s'est directement précipitée sur ce fruit pour le récupérer de justesse. Ça serait apparemment ça, le fameux trésor que les Rox voulaient récupérer, même si rien n'a été dit officiellement. Mais moi, vous me connaissez, j'ai quand même un doute. Après tout, ce fruit-là a quand même fini par être mangé par Kaido, ce qui est très bizarre, vu que ce trésor est censé appartenir à tout le monde. Il servait notamment à faire la richesse de l'île des pirates. Kaido à l'époque, c'était loin d'être le membre le plus fort de l'équipage. On le considérait même comme un genou. Il y en a sûrement d'autres qui méritaient peut-être plus que lui de le manger. Donc, ils ont fait comment? Ils ont voté pour qui le mangerait? Pour moi, ça reste quand même un peu mystérieux. Bref, en tout cas, Kuma a réussi à manger de justesse le Niku Niku no Mi avant que Big Mom ne le récupère. Super, il peut maintenant sauver tout le monde. Ça, c'est ce qu'on pensait avant qu'il ne tombe nez à nez contre Saturne, un membre du Gorosei. Saturne le confronte vite fait, mais pourtant, il ne le tue pas directement. Et par chance, Kuma a pu se déplacer très rapidement grâce à ses nouveaux pouvoirs et il a finalement réussi à se sauver lui et tous ses amis. Tout finit plus ou moins joyeusement pour eux. Par contre, sur God Valley, l'affrontement n'est pas terminé. Les marines tombaient les uns après les autres et la bataille commençait à s'éterniser. Mais au final, l'affrontement s'acheva sur la défaite de Rox dit Jebek et il a pas juste perdu et puis au revoir, hein. Ça a littéralement provoqué la dissolution de l'équipage des Rox et promu celui de Roger au rang de pirates les plus puissants du monde. Mais c'est pas parce que la bataille était terminée que l'incident lui-même l'était. Parce qu'après, il s'est passé plusieurs choses très étranges. Garp acquit son titre de héros de la marine, se voyant proposer des tonnes de promotions au rang d'amiral qu'il refusa à chaque fois. Mais surtout, il était rongé par la frustration après avoir été forcé de protéger les dragons célestes qu'il déteste tant. L'équipage des Rox, lui, comme je l'ai dit, il s'est dissous et chacun est reparti tracer sa route de son côté. Il y en a quand même 3 qui sont devenus des empereurs, hein. L'un d'eux ayant également obtenu le titre de l'homme le plus fort du monde, hein, rien que ça. Et l'île des pirates a finalement été reprise par Ochoku, qui a quand même eu la gentillesse de laisser Kaido manger le fruit. Concernant Roger, son implication dans l'incident a été complètement cachée par les médias et tout le mérite est revenu à Garp. Alors que, sans vouloir être méchant, je pense que c'est lui qui a carré le combat, hein. Mais c'est pas grave, car ces derniers ont pu repartir sans se faire poursuivre par lui et en plus, ils ont récupéré plusieurs trésors. Ça avait l'air d'un trésor de pirate classique avec de l'or, des armes, des bijoux, mais parmi tout ça, il y avait un coffre qui faisait un bruit bizarre. Et c'est là que le premier événement étrange se produisit, car dans ce coffre, il y avait un bébé.
Ce bébé, c'était Shanks. Et oui, avant que tu finisses ton commentaire, je sais que cette planche c'est une reconstitution de ce croquis, mais ça ne change rien à l'histoire. Quelqu'un a délibérément placé un bébé parmi les récompenses pour le vainqueur de la chasse, mais pourquoi? Eh bien, on a plusieurs hypothèses. Déjà, on sait que Shanks est le fils de Garling Figarland, le chef des chevaliers sacrés, mais surtout, c'était lui le favori du jeu. On peut s'imaginer que c'était un peu le champion du monde de ce sport. Et du coup, pour cette année, sa femme a voulu lui faire une surprise en mettant son enfant qui venait de naître dans l'un des coffres au trésor, parce qu'elle était sûre qu'il gagnerait. Bon, au-delà du fait que le délire soit vraiment chelou, quoique c'est les dragons célestes, hein, ça se trouve c'est normal chez eux, bah il y a deux problèmes majeurs avec cette hypothèse. Déjà, il est dit que Shanks avait déjà 1 an quand Roger l'a trouvé dans le coffre. Alors je veux bien que tu veuilles annoncer la naissance de ton gosse comme une surprise à ton mari, mais de là à attendre 1 an. Et deuxièmement, et attention, je vais spoiler le manga, hein, on a appris que Shanks a un frère jumeau, donc par définition, ils sont nés en même temps. Alors pourquoi est-ce qu'elle aurait pas mis les 2 bébés dans le coffre au lieu d'un seul? Moi, je crois personnellement à une autre hypothèse, beaucoup plus cruelle. En fait, Garling, vu qu'il avait 2 jumeaux, il s'est dit, tiens, c'est comme si j'avais le même enfant, mais en double. Ouais, bon, voilà. Ainsi, il aurait proposé aux organisateurs de faire de Shanks l'une des 7 récompenses attribuées aux vainqueurs de la chasse. Mais pourquoi faire? Eh bah, on peut s'imaginer qu'il était tellement persuadé de gagner qu'il voulait pimenter un peu la compétition en y mettant en jeu son fils. Après tout, dans le manga, il nous dit lui-même qu'il vaut mieux lui mettre un handicap tellement il est fort. Et bien sûr, les organisateurs étant des dragons célestes, ils ont eu aucune objection à accepter tout ça. D'autant plus que Shanks a beaucoup de valeur, car il est issu de la prestigieuse famille Figarland. N'importe quelle famille qui obtiendrait ce bébé gagnerait automatiquement un statut encore plus élevé au sein du gouvernement mondial. J'imagine même pas comment il a dû se sentir quand il s'est fait marbrer par les pirates et qu'ils sont repartis avec les trésors. Mais c'est pas le seul événement bizarre qui est survenu après l'incident. En effet, quelques temps après la bataille, l'île de God Valley a été complètement rayée de la carte. Elle a disparu. Comment c'est possible? Et surtout, pourquoi? Tout de suite, quand on entend ça, on pense direct au gouvernement mondial. On sait qu'ils peuvent raser des îles entières grâce à l'arme antique qu'ils possèdent. On l'a vu à Lulusia. Le truc, c'est qu'à l'époque, le Mother Flame qui sert à l'alimenter n'était pas encore achevé. Et si je vous disais que pour une fois, c'était peut-être pas le gouvernement le responsable. En fait, si on reprend les événements dans l'ordre chronologique, on constate que Roger était le premier à partir de l'île. D'après le volume 4 milliards, ils sont partis en vitesse après la défaite de Jebek pour échapper aux marines. Ça veut dire que là, sur God Valley, il restait d'un côté les Rox très gravement affaiblis et de l'autre Garp et les chevaliers sacrés. Je pense personnellement que c'est à ce moment-là que l'île a disparu. Pas à cause du gouvernement mondial, mais à cause d'un pouvoir lié à l'équipage des Rox. Certains diront que le fruit de Shiki, qui permet de faire léviter et manipuler des îles, aurait pu entrer en jeu, mais une autre théorie stipulerait que ça serait Jebek lui-même qui l'aurait fait disparaître. On est beaucoup à penser que Jebek serait une sorte de miroir de Barbe Noire, et que par conséquent, il aurait dans le passé possédé le Yami Yaminomi. Également, d'après Sengoku, ce dernier accumulait énormément de savoir sur le monde et étudiait beaucoup de choses taboues, notamment sur le siècle oublié, sachant qu'en plus, il aurait même découvert des secrets qui concernent le gouvernement mondial. C'était probablement lui, l'homme qui en savait le plus sur le monde de One Piece à l'époque. Bref, dans l'état actuel des choses, le gouvernement avait tout à gagner à le capturer vivant, pour essayer d'extraire un maximum d'informations sur lui. Alors, peut-être que dans un élan de désespoir, Jebek aurait utilisé toute la puissance de son fruit qui lui restait dans une attaque finale pour s'engloutir lui et tout ce qui se trouvait autour, y compris l'entièreté de God Valley, ce qui força tout le monde à s'échapper de justesse de l'île et fit disparaître à tout jamais des secrets que plus personne ne parviendra à éclaircir. Pour le meilleur ou pour le pire. Ah, vous êtes là? Bonsoir à tous, comment vous allez après une histoire pareille? Alors, je sais pas pour vous, mais personnellement, je trouve que c'est important de rassembler les différentes informations qu'on a sur certains événements de One Piece qu'on nous a jamais montrés. Surtout que je suis bien conscient que pour certaines personnes, l'incident de God Valley ou plein d'autres incidents qui nous ont jamais été montrés, bah c'est un petit peu flou tout ça. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo à la base. Et donc si ça vous a plu et que vous voulez que je traite d'autres incidents, comme par exemple celui de Rocky Port, et bah dites-le moi en commentaire s'il vous plaît. Pour ceux qui l'ont raté là, j'ai lancé mon plus gros projet à l'heure actuelle, la Shortbox, mon guide ultra complet pour apprendre à percer sur YouTube Short. Je l'ai mis à un prix accessible pour tous. Et si vous allez sur le lien dans la description, là, louloulozouzou.fr, vous trouverez dessus une vidéo gratuite où je vous explique un petit peu mon parcours, ma vie, comment j'ai fait pour percer sur YouTube Short, et bien sûr tout ce qui vous attend avec la Shortbox. Donc si vous souhaitez soutenir la chaîne, et bah le meilleur moyen c'est d'aller checker ça dans la description sur le lien louloulozouzou.fr. Ça m'aiderait énormément. Et évidemment, n'oubliez pas de vous abonner et de me suivre sur Instagram parce qu'on s'amuse très bien dessus, je fais des stories très souvent. Et moi je vous dis à la prochaine, bisous.